La forêt sacrée est encore assez silencieuse à cette heure. Mais déjà, quelques cris dominent le paysage sonore. Ils ont vraiment un large répertoire vocal. Donc par exemple, les mâles vont faire du barking, ils vont vraiment aboyer pendant qu'ils sont dans des conflits. Les femelles sont plutôt dans des cris stridents, généralement parce qu'elles sont soumises aux mâles et donc quand elles se font agresser, par exemple, elles crient. Il y a aussi les petits cris de contact. Quand ils se déplacent, ils font « oh, oh, oh » et ça permet de maintenir la cohésion du groupe lors d'un déplacement pour pas qu'ils se perdent. C'est comme le parapluie du groupe de touristes, quoi. Exactement. On vient d'entendre le gra, c'est le cri d'alarme typique de cette espèce. D'ailleurs, en Indonésie, on les appelle gra. Et voilà, c'est pour avertir de la présence d'un prédateur, d'un danger, etc. Ce sont les mêmes macaques qui vivent dans les forêts. Mais ils se sont petit à petit adaptés à la ville. Clairement, en forêt de mangrove, par exemple, dans les populations naturelles, ils sont que dans les arbres, ils descendent quasi jamais, à part pour aller fourrager dans l'eau, etc. Mais ici, ils sont extrêmement terrestres. Quand Fanny a commencé à étudier ici, sa première tâche fut d'apprendre à distinguer les singes les uns des autres. Tourne ta tête. Donc il a une grosse cicatrice à gauche. C'est Q, c'est le mâle alpha du groupe central, un des groupes de la population. À quoi tu le reconnais et à quoi tu reconnais que c'est le mâle alpha ou comment tu sais que c'est lui le... Ben là, en l'occurrence, grâce à la cicatrice, mais sinon, c'est le plus gros mâle du groupe. Donc on utilise principalement des caractéristiques morphologiques. Les premières choses qui nous aident, c'est tout ce qui est cicatrices, doigts en moins, queue tordue, etc. Donc vraiment les marques liées aux blessures permanentes. Et après, il y a la grosseur du singe, sa taille, sa fourrure, la longueur de ses poils, son âge. Voilà, tout un ensemble de caractéristiques morphologiques qu'on utilise. On fait des cartes d'identification, on les prend en photo, on leur donne un nom, généralement lié à leur morphologie. Et voilà. Donc sur les 900 singes présents ici, mon équipe sait en reconnaître 200. Dans la petite forêt d'Ubud, ils sont absolument partout. Une prospérité due à la protection dont ils bénéficient. Dans les temples, ils sont protégés et personne ne songerait à les déloger. Tous les singes sont sacrés pour les balinais puisqu'il y a le dieu Hanuman dans la mythologie hindoue. Ça les protège probablement d'une pression humaine qui pourrait être plus forte. D'accord, donc c'est hors de question pour les balinais de toucher un singe, de chasser Exactement. un singe, de repousser un singe. D'accord, là ils sont protégés par le temple ici maintenant. Voilà. Fanny est arrivée ici la première fois il y a près de 10 ans, charmée par l'ambiance étrangement calme des lieux. Quand j'ai pénétré dans la forêt, j'ai eu le sentiment d'une harmonie assez belle et assez agréable. Ça, c'est le premier sentiment dont je me rappelle. Harmonie entre les singes et les gens, et les balinais. Là, j'ai vu qu'il y avait un potentiel pour étudier cette coexistence. Donc moi, c'est ce qui m'intéresse dans mes travaux de recherche, c'est la coexistence entre les animaux sauvages et l'homme. Et là, je me suis dit, c'est le site parfait. Mais à 8h30 précise, une autre espèce s'apprête à entrer dans la petite forêt sacrée. À partir de 8h30, dès que le parc ouvre, on a 2 espèces en masse. 2 espèces de singes, donc les macaques et les touristes. Et nous. Et nous. Et on les dérange à ce moment-là? Enfin, le nombre de gens, tu vois tout de suite qu'il y a des milliers de personnes. Ça les dérange ou pas? Moi, je pense qu'ils sont aujourd'hui vraiment habitués à cette densité de gens. Ça fait plus ou moins un siècle qu'ils vivent avec les balinais et ça fait 40 ans que les touristes viennent visiter le parc tout le temps. Donc, je pense pas qu'on les dérange. Ceci dit, forcément, on perturbe leur comportement. 180 gardes surveillent les milliers de touristes qui passent chaque jour. Et ils vont avoir du boulot. Typiquement, il ne faut pas trop les caresser. C'est vraiment pas des animaux domestiques, hein. C'est clairement des animaux
sauvages, sauf qu'ils n'ont plus peur de nous. Mais dès que tu pénètres leur espace vital, donc eux peuvent choisir de jumper, de sauter sur toi, mais dès que tu les touches, ils vont assez rapidement réagir négativement et te mordre. Et ils se Ça, c'est servent une de nous. situation dangereuse, clairement. Pourquoi tu trouves que c'est dangereux? Parce qu'il peut à tout moment le mordre. Pour jouer, c'est toujours un petit peu du jeu. Mais donc entre eux, ils se mordent. Enfin, c'est comme tous les bébés animaux. Pas forcément une agressivité, mais ils testent les Ouais, limites, exactement, c'est ça. Si certains de ces comportements font sourire, les conflits augmentent entre la population locale et les macaques. En 78, donc il y a 40 ans, ils étaient une soixantaine. Quand j'ai commencé, il y a 10 ans, ils étaient 500. Et maintenant, on est à 950. Donc évidemment, la croissance, elle est exponentielle, comme toute population animale. Plus il y en a, plus ils se reproduisent. Et la mortalité est très faible. La mortalité infantile est faible parce qu'ils n'ont plus de prédateurs, ils ont beaucoup de nourriture, etc. De plus en plus, les macaques sortent de la forêt pour envahir la ville. Et les conflits entre les singes et les hommes augmentent. Pour éviter que la situation ne devienne incontrôlable, il a bien fallu envisager des solutions. Si on ne régule pas, Eh qu'est-ce ben, qui se passe? je pense que c'est une bombe à retardement et que les conflits vont s'accentuer, les singes vont être dans des conditions de vie vraiment néfastes parce qu'ils se battent énormément entre eux aussi. Et peut-être qu'on risque d'aboutir à une décision extrême et massive. On n'a pas beaucoup de choix. Soit on les extermine, ce qui n'est absolument pas imaginable ici, et d'ailleurs d'un point de vue éthique non plus. Soit on bouge des populations dans d'autres lieux, dans d'autres habitats naturels, mais à Bali, il n'y en a quasi plus. Et là où il reste encore de la forêt, il y a d'autres populations de singes, donc c'est plus possible. Soit on stérilise. Pour accomplir cette tâche délicate, Fanny a constitué une équipe belgo-balinaise. On prend que les 1 millilitre. Notre équipe se constitue de primatologues, d'abord de l'Université de Liège, de vétérinaires de l'Université de Liège et un gynécologue aussi. On a une dizaine de Belges à venir ici pour aider nos collaborateurs balinais. Donc c'est aussi des vétérinaires de l'université ici, à Bali, pour les aider en fait à apprendre la technique de stérilisation qu'on utilise. Une fois les macaques capturés, ils sont filtrés pour ne garder que les femelles en âge et en situation d'être opérées. L'opération, minutieusement préparée depuis plus d'1 an, ne dure que quelques minutes pour chaque singe. Puis, ils sont ramenés individuellement à l'endroit où ils ont été capturés et sont rapidement relâchés. L'équipe de Fanny continuera de suivre les groupes de macaques pendant plusieurs années après les captures. Pour juger de leur stress, surveiller la santé des femelles opérées et les évolutions éventuelles au sein des groupes. D'après les premières observations, capture et opération n'ont pas d'impact négatif sur la santé des macaques. Les individus capturés reprennent d'ailleurs très vite leurs habitudes. C'est un Donc- comportement qu'ils ont dans la nature, ça, ou bien c'est un comportement? Ouais, c'est un comportement tout à fait naturel. Ok. Alors forcément dans une moindre mesure. Donc, puisque dans la nature, ils passent la majorité de leur temps à chercher la nourriture, à chercher des sites dortoirs, à éviter les prédateurs. Et toutes ces pressions ici sont plus là ou vraiment de manière beaucoup plus faible. Donc tout ce temps libre, ils le passent À faire des bêtises. à faire des bêtises, à socialiser, À nous piquer jouer, des trucs, à faire le show devant nous et à nous D'accord. piquer des trucs. Là, on dirait les gamins à la piscine, là, tu vois. C'est clair. Dans la forêt d'Ubud, nourris par les hommes, les macaques ont donc plus de temps que dans la nature. Ça c'est un des comportements dont on parle. Et ils le mettent à profit pour d'étranges occupations. Donc ils utilisent des pierres qu'ils frottent sur le sol. L'équipe canadienne de Jean-Baptiste Leca étudie cette étrange nouveauté. Les macaques sont-ils en train de développer un outil ou toute autre chose? Alors, il y a différentes hypothèses, mais en tous les cas, c'est
probablement aussi un passe-temps ou un jeu en tous les cas pour voilà, utiliser le temps qu'ils ont de libre. C'est aussi des comportements qui nous rappellent la recherche de nourriture, donc ça peut être aussi utilitaire en termes d'apprentissage. Tout d'un coup, il y a un comportement qui émerge, tout d'un coup, ils comprennent que ça leur sert, ça a une utilité, ça a une finalité. Et voilà, parfois, vous en avez 3, 4, 5 qui commencent à faire du stonehandling en groupe, et voilà, c'est un comportement... Et ça donnera soit une musique, soit une communication. Oui, soit... alors il y a aussi... Oui, tout à fait, c'est ça. Peut-être la découverte du feu par les macaques, oui. Les macaques, en tout cas, profitent du temps gagné. Grâce à cela, qui sait, ils iront un jour beaucoup plus loin, ou trouveront une nouvelle utilité à ce qu'ils rencontrent. La preuve, si c'était nécessaire, qu'ils savent vraiment se servir de tout ce qui est sur leur chemin. Je fais assistant échelle. C'est parti. Ils n'inventeront peut-être pas tout de suite le feu, la musique ou les moyens de transport rapides. Mais ils vivront encore longtemps près des hommes. Pour les macaques de Bali, l'ère des grandes forêts est terminée depuis longtemps. Ici, comme dans de nombreux endroits, notre espèce semble aujourd'hui responsable de cette nature que nous avons parfois considérée comme une ennemie, tout en ressentant la profonde envie d'une cohabitation pacifique avec nos voisins sauvages. Quand des efforts sont accomplis, quand la science essaye de comprendre et que le respect s'installe, plus qu'un simple rêve, cette cohabitation devient parfois une réalité.